Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bienvenue à tous nos auditeurs fidèles et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois à notre émission socio-culturelle Brassage. Chaque semaine, nous vous emmenons découvrir les richesses culturelles et les mystères des pays africains. Aujourd'hui, préparez-vous à embarquer pour un voyage fascinant dans un pays souvent considéré comme une porte entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Un pays où le désert rencontre l'océan, où les traditions anciennes se mêlent aux influences modernes. Mais quel est ce pays mystérieux que nous allons explorer aujourd'hui ? Restez à l'écoute pour le découvrir. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Brassage animé par Rania Aitrassi et réalisé par Hassiba Djebloun. Alors aujourd'hui, on va découvrir la Mauritanie. والناس كالحجر بل هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Pour vous accompagner dans cette découverte, je ne suis pas seule en studio. 3 chroniqueurs passionnés sont avec moi pour partager leurs connaissances et leurs expériences sur ce pays fascinant. On commence avec André Molele du Congo-Brazzaville. Bonjour André. Bonjour Rania, bonjour à tous. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville également. Bonjour Varso. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde. Alamine Mahamat du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Rania, bonjour à tous. Alors, pour commencer, la Mauritanie est située en Afrique de l'Ouest, bordée par l'océan Atlantique à l'ouest. Elle partage ses frontières avec le Sahara occidental au nord-ouest, l'Algérie au nord-est, le Mali à l'est et au sud-est et le Sénégal au sud-est. Le pays est principalement composé de déserts, avec le célèbre désert du Sahara occupant une grande partie de son territoire. Le fleuve Sénégal forme également une frontière naturelle au sud, offrant une région plus fertile et habitée. Alamine, on commence avec toi. Peux-tu nous en dire plus sur la diversité géographique de la Mauritanie et son impact sur la vie quotidienne ? La Mauritanie a une grande partie dans le désert du Sahara, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Elle possède une côte d'environ 800 km ouverte sur l'océan Atlantique, s'étirant de Diago au sud jusqu'à Nouadhibou au nord. Sa capitale est la plus grande ville, qui est Nouakchott, et les autres villes principales sont Nouadhibou, Kifa, Kaïdi, Nema et Rosso. Bon, géographiquement, elle est bordée à l'ouest par l'océan Atlantique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et elle compte 3 frontières maritimes avec le Sahara occidental, le Sénégal et le Cap-Vert. Bon, elle compte également au centre et au nord un relief constitué de massifs montagneux du Kédia, Didil et des Mauritanides,
du Tagan et de la Drar qui culminent à 400 à avoir 500 mètres d'altitude. Et les parties plus hautes sont en général constituées de roches dures qui forment des falaises abruptes. Et à l'exception de la plaine alluviale du Sénégal appelée Chemana, elle est large de 10 à 25 km et elle est assez peuplée. C'est également dans cet endroit que la ville de Rosso et de Kaïdi se trouve. Voilà, le reste du pays est constitué d'alignements dunaires. Donc ce sont des dunes sablonneuses telles que la grande région du Sable qui s'étend à l'est du Tagan et de la Drar. Je pense que c'est un peu tout ce que je peux dire concernant le point géographique. Maintenant, le climat, il est globalement désertique, très chaud et très sec également, ce qui explique la faible densité de population. Déjà, la Mauritanie est en grande partie un désert et la plupart des zones peuplées sont petites. C'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup d'habitants. Ils sont à peu près 4 d'ailleurs millions d'habitants. l'un des pays les plus arides au monde. Ouais. Ça, il faut Exactement. Et même au niveau de la population, ils ont rien que 4 millions d'habitants. Moi, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir un pays avoir 4 millions d'habitants. C'est vrai, on a le Gabon qui est près de chez nous à 1 million, voire 2 millions d'habitants, mais 4 millions, c'est sur une grande superficie, telle que la Mauritanie, c'est vraiment... Ça fait grand en fait. Les températures également sur le territoire sont relativement tempérées. Et sur la côte, grâce au vent venant du large de la région des fleuves, au niveau du Sahel également, ce qui fait en sorte que la végétation réapparaît et les cultures sont possibles, malgré la grande partie occupée par le désert du Sahara. Merci beaucoup Alamine. Passons à l'histoire. Donc la Mauritanie possède une histoire riche et complexe. Elle a été le berceau de plusieurs civilisations anciennes. La Mauritanie est devenue une colonie française au 19e siècle et a obtenu son indépendance en 1960. Donc des événements marquants ont également façonné l'histoire moderne du pays. Varso, quels sont selon toi les événements historiques les plus déterminants pour la Mauritanie ? Eh bien, en repenchant sur l'histoire de la Mauritanie, comme tu as su le mentionner, c'est riche et complexe. D'ailleurs, elle est marquée par des influences arabes, berbères, africaines et coloniales. Déjà, la Mauritanie a été habitée dès la préhistoire, avec des traces d'occupation humaine remontant à plus de 10 000 ans. Donc, les peintures rupestres de la région de la Drar témoignent de l'existence des communautés pastorales. Et ensuite, il y a eu les Berbères qui ont dominé la région, établissant des routes commerciales à travers le Sahara. D'ailleurs, les Phéniciens et les Carthaginois ont également eu des contacts commerciaux avec la région. Eh bien, il y a eu également la période médiévale. Au 7e et 8e siècle, il y a eu l'intronisation de l'islam en Mauritanie. Donc, les Almoravides, qui est une dynastie berbère, ont joué un rôle clé dans la diffusion de l'islam en Afrique du Nord et une partie en Espagne. Il y a en Mauritanie, justement, la Mauritanie a fait partie de plusieurs royaumes et empires, dans l'empire du Ghana, l'empire du Mali et le royaume des Tekrour. Ces entités ont prospéré justement grâce au commerce transaérien et de l'or, du sel et malheureusement de l'esclavage. Il y a, oui, bien entendu, en Mauritanie, l'esclavage a été pratiqué pendant des siècles, malgré les lois abolissant l'esclavage en 1981 et de nouvelles législations en 2007, justement, criminalisant la pratique de l'esclavage reste un problème persistant en Mauritanie. Des efforts, bien entendu, continuent de la part des militants et de l'État, des droits humains visant à éradiquer définitivement ces pratiques. Il y a eu la période coloniale au niveau de Mauritanie. Donc, la période post-coloniale, la Mauritanie a obtenu son indépendance le 28 novembre 1960. D'ailleurs, le premier président, Mokhtar Ould Dada, est devenu le président à cette époque du pays. Et le pays a pu connaître des régimes militaires et a connu plusieurs coups d'État militaires malheureusement. Le premier vient en 1978, mettant fin au régime de Dada. Les régimes successifs ont souvent été marqués par des périodes d'instabilité et de pression. Mais bien entendu, la Mauritanie a connu aussi des périodes de transition. Il y a eu depuis les années 2000, la Mauritanie a connu la transition vers la démocratie. Instabilité politique. Donc en 2007, Sidi Mohamed Ould Cheikh
Abdallahi a été élu président, marquant un tournant démocratique. Cependant, il a été renversé par un coup d'État en 2008. Et il y a eu la venue du président Mohamed Ould Abdel Aziz, élu en 2009 et réélu en 2014. Il a gouverné jusqu'en 2019, donc tentant de stabiliser le pays et de promouvoir le développement économique. Et aujourd'hui, bien entendu, on parle du président Mohamed Ould Ghazouani, qui est élu, lui, en 2019. Il est le président actuel, justement, poursuivant les efforts pour renforcer la démocratie et améliorer les conditions de vie des Mauritaniens. Merci beaucoup, Varso, pour toutes ces informations. En Mauritanie, la société est caractérisée par une diversité ethnique significative qui se reflète dans la culture et les traditions du pays. André, quels sont les groupes ethniques présents en Mauritanie et comment cette diversité ethnique influence-t-elle la société et la culture mauritanienne? Comme plusieurs pays, donc la Mauritanie est composée de plusieurs groupes ethniques distincts. Il y a les Maures qui représentent environ 70% de la population, mais ils sont par contre divisés en deux groupes. On parle de Maures blancs et de Maures noirs. Pour ce qui est de Maures noirs, il est constitué de 40% de la population et qui sont d'origine bafour. Ils sont fortement assimilés à quelque peu métissés aux Maures blancs, puisque ce sont des gens qui se fréquentent, donc forcément il y a un mélange. Et puis il y a des Beïdanes qui sont autrement appelés des Maures blancs, et ceux-là ils représentent 30% de la population mauritanienne, et ils sont issus des vagues successives de peuplement arabe plus ou moins métissé aussi. Après le deuxième groupe, le groupe autrement appelé groupe africain, qui représente environ 30% de la population, donc pour compléter les 70%. Il y a des Poulards, autrement appelés les Peuls. Ils font partie des anciens peuples du pays. Ils sont pour la plupart originaires du sud du pays et ils représentent la majorité des Noirs africains. Et les Soninké, qui eux sont des descendants des habitants de l'empire du Ghana, qui dominait le pays jusqu'à la chute de l'empire. Tout à l'heure, je pense Varso, si je n'ai pas oublié, Varso a pu bien le souligner. Et il y a aussi, ils sont par la suite établis majoritairement dans les wilayas du Guidimarha et du Gorjol. Et puis il y a les Wolofs aussi, les Wolofs qu'on retrouve également au Sénégal. Donc on les retrouve également en Mauritanie. Et ils sont pour la plupart au sud du Trarza, donc sur les rives du fleuve Sénégal. Voilà, c'est ça. Et puis il y a aussi les Bambara qu'on retrouve au Mali aussi, et ils sont également présents dans le sud du pays et principalement dans les Hauts et la région du Guidimarca. Après, il y a les langues aussi qu'on retrouve, les langues telles que les langues Peul, qu'on retrouve également au Sénégal, la langue Soninké et le Wolof, ainsi que le Bambara. Et c'est ce mélange-là ethnique qui fait la beauté de la culture aussi, de la culture mauritanienne. Exactement, donc cette diversité ethnique influence profondément la société mauritanienne à plusieurs niveaux. Elle se reflète dans les pratiques sociales et les traditions familiales, ainsi que dans la musique, les danses et les arts. André, tu as parlé de la diversité linguistique en Mauritanie. Alamine, tu as sûrement une idée. Non, bien sûr, par rapport aux différentes influences des différents empires qui ont vu le jour en Afrique de l'Ouest, la plupart des ethnies de la Mauritanie ont été métissées, voire ont pris de la culture de ces différents empires. À l'exemple de l'empire du Mali, donc la plupart des Bambara qui viennent essentiellement du Mali se situent dans la zone du sud de la Mauritanie. Ils parlent le Bambara, qui est leur langue. On a également la proximité avec le Sénégal qui fait en sorte que les peuples de cette zone parlent le Wolof. Il y a d'autres langues comme les Soninké qui parlent la langue Soninké. Bon, le Poulard, eux, c'est le Peul normalement. Généralement, c'est le Peul. Mais ça dépend de comment on l'appelle. Par exemple, chez nous, les Peuls, ils parlent le Fulbé. Mais chez eux, le Peul, les Poulards,
Pulaar et ils parlent le Peul. Donc il y a une petite distinction à faire au Je niveau. pense que les Peuls, on les trouve également au Tchad, je pense. Il y a des Peuls partout. Ah, ce sont des Oui, nomades. c'est un peu, oui, Ce sont des nomades, justement. ce sont des peuples, comment dire, les bergers. Ah, Et en recherche du pâturage, ils vont partir d'une zone à une autre. Oui. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pratiquement. Ici, on est un peu partout. Ici, Ah on est ouais. partout. Non. Donc ces langues coexistent avec la langue officielle du pays qui est donc l'arabe, mais plus précisément le dialecte hassaniya. Hassani, Donc cette diversité linguistique joue un rôle très très important dans les interactions sociales, l'éducation et les médias dans le pays. Passons aux traditions mauritaniennes qui sont profondément enracinées dans la culture nomade. Je donne l'exemple du thé qui est un symbole de l'hospitalité mauritanienne et donc il est souvent servi en 3 étapes. Varso, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les traditions et les coutumes mauritaniennes? Eh bien, la Mauritanie, avec sa richesse culturelle, la tradition mauritanienne les traditions mauritaniennes, elles sont fortement influencées par l'islam. C'est un pays qui pratique beaucoup la religion l'islam, donc qui est la religion prédominante. Donc il y a des fêtes religieuses comme l'Aïd al-Fitr et l'Aïd Fitr, autant pour moi, et l'Aïd al-Adha. Adha. Donc, ce sont largement célébrés dans le pays. Donc, les Mauritaniens ont également des traditions nomades. On en a parlé tout à l'heure, notamment dans leur mode de vie et l'artisanat. Par exemple, la musique maure, M-A-U-R, il faut le prononcer pour ne pas avoir une confusion. Donc, il y a le thé dont on vient de parler. La première des choses, quand on vous accueille en Mauritanie, eh bien, quand vous vous asseyez en groupe, la première chose, c'est le thé. Et ça dépend du dosage par rapport à l'événement ou par rapport à l'occasion. Ah, c'est vrai qu'il faut prendre tout ça en compte. Oui, donc le très dosage, important, il est spécifique à l'événement et à la personne qu'on reçoit. Donc, il y a aussi les... Et il faut rappeler que le thé, c'est interdit de refuser le thé. Hein. Ça. Heureusement, tu l'as précisé. Ça, il faut le préciser, justement. Quand c'est proposé, on ne dit pas non. Exactement. Donc, sauf par trouble digestif, peut-être. Si tu as mal au ventre et tout, tu peux prétester. Non, j'ai mal au ventre, du coup, je peux pas prendre du thé et tout. Mais là, tu risques de froisser la personne. Mais imagine un peu, tout le temps, tu viens, on te donne le thé, tu as tout le temps mal au ventre. Bon, là, ça devient un peu bizarre. Tu finiras par être dénoncé. Bon, je parlais tantôt les mariages également. Et les cérémonies sociales sont marquées par des rituels spécifiques et des vêtements également qui va avec dans la culture maure. Merci beaucoup Varso. André. Il faudrait préciser aussi que la Mauritanie, les Mauritaniens sont des peuples qui sont très hospitaliers. Oui. Très chaleureux, effectivement. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut toujours prendre en compte. Par exemple, le droit d'aînesse et de bienséance en Mauritanie, c'est très important. Par exemple, nous, quand on se rencontre avec des amis, on dit comment ça va? Est-ce que tu t'es marié? Est-ce que tu travailles? Mais en Mauritanie, si tu rencontres un ami qui est en présence de son aîné, il faudrait éviter de poser ces questions-là. Est-ce que tu es marié? Dans des questions qui sont personnelles, il faut éviter cela. Après, il y a aussi la salutation qui est aussi à prendre en compte. Par exemple, pour les hommes quand ils saluent des femmes, ils ne tendent pas la main, sauf si c'est un membre de ta famille. Donc, et aussi quand vous allez au marché, vous achetez quelque chose en Mauritanie et que par exemple, quand on va dans des magasins ici, on te donne ton ticket de caisse et puis ta monnaie, tu dis merci et le vendeur ou bien la vendeuse te dit merci. Mais en Mauritanie, le vendeur te donne ta monnaie, ça passe. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Et c'est normal chez eux. C'est normal. Donc, chers auditeurs, au cas où vous allez en Mauritanie pour du tourisme, quand vous achetez des choses et qu'on ne vous dit pas merci, ne vous inquiétez pas. C'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est normal. Exactement. Donc c'est une tradition. Oui. Et les Mauritaniens, ce sont aussi des gens qui aiment des flatteries, mais de bonnes flatteries par contre. Et puis il y a aussi l'autre là, quand on vous rend la monnaie, le vendeur n'est pas obligé de vous tendre dans la main. Il peut te les jeter là. Il peut te jeter la monnaie comme ça, mais c'est pas méchant. C'est normal.
Donc faut pas prendre à cœur. s'inquiéter. Non, faut pas Il prendre à faut pas cœur s'inquiéter, oui. ce qui se passe. Mais C'est leur après- culture, c'est comme ça qu'ils sont. Et c'est comme ça ils sont. Mais après, vis-à-vis des étrangers, par exemple des touristes, il y a des gens que quand ils rencontrent des touristes, ils font quand même l'effort de ne pas mettre mal à l'aise des touristes ou bien des personnes étrangères. Donc ne vous inquiétez pas. Quand vous allez en Mauritanie, ce sont des petites choses qui ne faut surtout pas prendre à cœur. Merci beaucoup André. هذا ما يقدمون لي فرهون يخبطوا ثم بعد الشيء تعرفوا Alors, donc, toutes ces traditions et coutumes reflètent non seulement l'histoire et les valeurs profondes de la société mauritanienne, mais donc elles contribuent également à maintenir un fort sentiment d'identité culturelle parmi les Mauritaniens, malgré les changements sociaux et économiques modernes. Passons maintenant à la cuisine mauritanienne, qui est un mélange d'influences africaines et arabes, la partie adorée d'Alamine. Alamine. Oui, Alamine, quels sont les plats mauritaniens préférés? Bon, je dirais la cuisine mauritanienne elle se présente comme une cuisine axée sur deux éléments phares, donc le chameau et le poisson. Le chameau à cause de la zone désertique, on peut dire, et maintenant le poisson à cause des côtes océaniques et l'influence du Sénégal, parce que le Sénégal il prépare beaucoup de poissons chez eux. Donc on a le tiof d'abord qui est un poisson. C'est le mérou, généralement on l'appelle le mérou, et c'est un poisson à la chair savoureuse et à la texture ferme. Il est peut-être préparé, de temps à autre il est préparé de beaucoup de façons. On peut le griller, le cuire au four, ou en papillote ou en sauce, ou bien le mariner avec des épices, des herbes et des assaisonnements selon votre goût, les assaisonnements. Bien épicé. Ouais. Très épicé, avec des ingrédients tels que le citron, l'ail, le persil, le thym, le piment, et ces éléments peuvent être ajoutés à la préparation pour avoir plus de goût, plus de saveur, plus les épices en fait. Bon. Je vous ai dit que c'est la partie préférée d'Alamine. Maintenant, moi je vais pas m'attarder juste sur les plats, mais sur les plats par région. La gastronomie mauritanienne dans le sud-ouest, à Gebla, on a des plats comme l'Aïch, je ne sais pas si je prononce bien, c'est une épaisse bouillie de farine, de mil ou d'orge avec le blé. Bon, des fois c'est comme ça qu'ils le font. Il y a la braga qui est aussi une bouillie de farine, de mil et de charcache. Bon, chez eux, c'est la pastèque, c'est une bouillie de pastèque. Il y a également le cherchem, qui est du mil cuit sans avoir été pilé. Ça doit être extraordinaire, ça. Ouais, parce que généralement, chez nous, quand on fait le mil, on l'écrase et on le pile. Pour l'écraser, on le pile. Genre, on le met dans les mortiers et tu vois 3 femmes là. Elles sont là avec le mil qui est souvent préparé avec du couscous en Mauritanie, je pense. Ouais, normalement, mais eux, ils ne l'écrasent pas comme nous. Ils ne le pilent pas. Je sais pas comment ils le font. Chaque région a sa particularité. Justement. On a également le bella, qui est une farine de mil qui reste après le tamisage, et elle est cuite
dans un bouillon de viande. Mauritanien reste la viande de chameau. Je ne sais pas comment ils font pour manger ça, mais ça doit moi, être exquis. avant, je savais pas que la viande de chameau était mangeable. Ah bon? Non, avant, je savais pas. Généralement, C'est une belle découverte. Ouais, on se dit le chameau n'est pas comestible ou n'est pas mangeable, mais généralement chez eux, les animaux domestiques sont les chameaux. Comme chez nous. Oui, c'est surtout à cause de ça qu'on ne peut pas imaginer qu'il est chez nous, les mangeable. animaux domestiques, la plupart du temps, ce sont des vaches, des chèvres, des poulets, mais chez eux, ce sont des chameaux. Ce sont des dromadaires. On a le marou welham. Donc, c'est du riz à la viande assaisonnée au beurre ou à l'huile de beurre. Le méchoui, ça, tout le monde connaît. La viande grillée. L'agneau rôti. Bien rôti. En sauce ou en ragoût, accompagné du riz, de mil ou de semoule. Bon, ça dépend de tout un chacun. Le chitar, qui est un plat de lamelles de viande séchée au soleil pour une meilleure conservation. Donc, ils font sécher la viande pour mieux la conserver et ils la font cuire après. Chez nous, on le fait sous forme de... on l'appelle cliché. On fait des lamelles de viande, on assaisonne et on les fait sécher et elles cuisent au soleil. Très bonne. Très bonne. Et elle peut être conservée pendant combien de temps? Bon, ça dépend. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça Un dépend. mois de... Oui, ça dépend. Ah, ça se gâte pas, en fait. Ça doit sécher? Oui, ça doit sécher. Ah. Ça ne se gâte pas. Chez nous, tu peux conserver ça. Bah, en tout cas, il y a du soleil là. C'est une zone ça peut sèche, faire désertique. moins d'une semaine, une semaine. Ouais, donc ça peut pas se gâter. C'est pas comme ici où dès qu'il y a un peu de chaleur là, salam alaikum. Bon, le fataï qui est un beignet farci au thon ou à la viande en forme de chausson avec de la viande ou le thon. Ouais, ça doit être très bon. Merci Alamine. Farceau. Ah bah, je pense que Alamine a fait le tour des plats qu'on peut trouver Il a cuisiné en quelques minutes. Mauritanie, bien entendu. Exactement. Alors, au-delà de sa cuisine délicieuse, la Mauritanie possède une richesse naturelle et des sites touristiques remarquables à découvrir. André, quel site touristique recommandes-tu à nos auditeurs et pourquoi ? Pour ce qui est des sites touristiques, donc il y a le parc national du Ban d'Arguin qui s'étend le long de l'Atlantique mauritanienne et il a été fondé en 1976. C'est l'un des plus anciens parcs nationaux du pays. Et en 1989, l'UNESCO lui a accordé une place sur la liste du patrimoine mondial et reconnaissant ainsi son importance écologique et sa contribution à la préservation de la biodiversité. Et puis il y a aussi la mosquée de Chinguetti qui est située sur un atoll éloigné au cœur du désert. Donc cette mosquée est un exemple d'architecture traditionnelle ouest-africaine. Elle est considérée comme l'un des plus anciens lieux de culte du continent et cette gracieuse mosquée a été soigneusement préservée au fil des siècles en raison de son statut du site sacré. Il y a aussi le désert du Sahara qu'on ne peut pas oublier, ce désert il est bien à visiter aussi. Et puis il y a le musée de Nouakchott qui se situe à la capitale. C'est un spectacle incroyable, donc il est construit entièrement en briques de sable. Je pense dans même la plupart des pays africains on trouve encore la plupart des régions des pays africains on trouve encore des construction en briques. Je pense chez nous on appelle ça des briques de sucre. Oui, c'est une appellation. C'est une qualité de brique qui est très très durable dans le temps et dans les siècles. Ça se gâte pas facilement en tout cas. Donc ce musée de Nouakchott est construit en briques de sable. Briques de terre, voilà. Voilà, c'est ça. Il abrite de nombreuses expositions et objets qui retracent l'histoire de la culture du passé mauritanien. Et puis il y a aussi en entrant dans le musée, vous serez surpris par la beauté immaculée et vous sentirez un sentiment de surprise, de grandeur et d'inspiration. Eh bien, en parlant des lieux incontournables à visiter et les sites touristiques en Mauritanie, je souhaiterais juste rajouter sur certaines villes qu'elle a déjà citées, mais il y a plusieurs lieux dans ces villes-là. Par exemple, en Chinguetti, c'est une ancienne ville caravanière du Sahara, connue justement pour ses bibliothèques anciennes et ses architectures uniques dans son genre. Ces mosquées historiques. Exactement. Donc, elle a parlé également du parc national de Darguin. Il faut savoir que l'UNESCO l'a élu ou encore inscrit dans le patrimoine mondial. C'est tout simplement parce qu'elle est célèbre pour ses oiseaux migrateurs et ses paysages côtiers
unique au monde. C'est vraiment historique. Quand on voit, tout à l'heure, on a parlé de l'histoire, on a parlé de la préhistoire de la Mauritanie. Eh bien, tout cela, ça fait partie de ces lieux qu'on peut visiter de manière incontournable. Il y a également à Nouakchott, qui est la capitale moderne, avec ses marchés animés, ses plages et ses institutions culturelles qu'on peut trouver au niveau de Nouakchott. Où vous arrivez à Nouakchott. Il y a même des marchés spéciaux qui est spécialisé dans la cuisine, des plats traditionnels. Exact. Vous pouvez également visiter en Mauritanie le Oualata, donc qui est une autre ville ancienne reconnue pour son architecture et ses manuscrits historiques. Donc si vous voulez tracer un peu l'histoire de plus ou moins d'une partie du Sahara, vous pouvez aller à Oualata, vous serez servi sans doute. Merci beaucoup Varso, merci Alamine, merci André. C'est ainsi que se termine notre première partie de l'émission Brassage dédiée à la découverte de la Mauritanie. Merci à vous chers auditeurs de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de ce voyage culturel. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station sur les ondes de votre radio Ifriqiya FM. Yeah.